Alors, je vais demander aux personnes qui veulent poser des questions ou intervenir d'aller au micro. Georges, ici, veut intervenir, donc il sera le premier intervenant. Il va faire ça court. Et s'il vous plaît, vous mettre déjà au micro pour vous préparer. Oui. Je vais proposer juste une traduction à Irresponsible Advocacy. On a suggéré plusieurs fois que la démocratie, la dictature, c'était ferme ta gueule, et puis que la démocratie, c'était cause toujours. J'ai l'impression qu'on s'en va de plus en plus vers la dictature lorsqu'on dit qu'on est irresponsable si on demande quelque chose. Oui. Jocelyne Sans-Chagrin de Haut Secours puis de Vigilance Hydrocarbures Québec. Ça fait pas longtemps que je suis dans ces domaines-là. Et quand je suis arrivée, vu que je suis ancienne, je disais toujours OSBL. Puis là, à Haut Secours, ils m'ont dit non, c'est OBNL. J'ai bien écouté. Je trouve ça super intéressant, vos deux, tout cet après-midi. Mais je fais toujours pas la différence, moi, entre les deux. Je vois pas c'est quoi le... Oui. Ah, je recommence. Okay. Juste une petite seconde. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Parce que normalement, on essaie de prendre trois à la fois. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Sans quoi, on met Georges là-dessus. Et après ça, on va avoir Nicole qui va venir en avant. Oui, Georges. Alors, je ne vais pas vous donner un cours, là, mais j'ai écrit un livre. Achetez-le surtout pas parce qu'il coûte trop cher. Mais l'idée, c'est la chose suivante. Depuis toujours, ce qui distingue les corporations, ce sont les objets, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire. Et puis, il y avait une théorie qui disait « tu n'as pas le droit de faire d'autre chose que ce que tu as dit ». Ça devenait embêtant. Là, ils ont supprimé ça. À partir d'un certain moment donné, on pouvait faire n'importe quoi. Puis là, ils ont dit après ça aux compagnies « faites n'importe quoi, occupez-vous pas des objets, faites de l'argent ». L'objectif, c'est faire des profits. L'objet des compagnies à capital action. On s'est retrouvé avec un problème parce que ce qui fait la caractéristique des organismes sans but lucratif, c'est de ne pas avoir de but lucratif. Alors, on leur demande, bien, tu n'as pas de but lucratif, tu veux faire quoi dans la vie? Et là, il y a 12 chapeaux, des sports, de la culture, de la religion, de la littérature, de l'éducation, de tout ça, que tu peux faire sans but lucratif pour tes membres. Mais dans cette liste-là, il n'y a pas la mention économie. Tu peux faire de la culture, mais pas de l'économie. Donc, ceux qui veulent faire de l'économie, même sans but lucratif pour leurs membres, ils ne peuvent pas le faire par le biais d'un OSBL, ils doivent le faire par le biais d'une coopérative. Le problème, c'est que la loi sur les coopératives, c'est hyper démocratique et compliqué. Donc, le chantier ne voulait pas faire juste des coopératives. Là, ils se sont fait faire une loi spéciale, mais elle est encore trop compliquée pour eux. Donc, ils voudraient pouvoir se cacher sous l'opération, sous l'ancienne appellation organisme sans but lucratif, mais modifier la définition pour dire organisme à but non lucratif, OBNL. Je ne sais pas si vous avez saisi la différence au passage. Non. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'objet déclaré, vous pouvez faire ce que vous voulez comme organisme sans but lucratif. C'est la liberté d'association. Tandis que si vous êtes obligé d'avoir des buts, là, vous êtes obligé de dire « je veux faire, je veux faire des mitaines pour les pauvres qui gèlent l'hiver ». Et là, si vous décidez de faire des bas, bien là, vous êtes en dehors de ce que la loi vous a permis. Je ne sais pas si vous comprenez la logique, là. Vous avez un but. Vous êtes en dehors de votre but. Vous êtes illégal, ultra-virès. Puis là, tous les membres vont pouvoir vous dire « tu n'avais pas le droit de faire ça, ramène l'argent que tu as dépensé pour ça, rembourse, etc. » Un organisme sans but lucratif, c'est un mandat plus large qu'un organisme à but non lucratif. C'est la terre, sauf l'économie. Sauf l'économie. Tandis que le chantier, c'est ça qu'il veut faire. C'est l'économie sociale. Donc, il n'avait pas le droit de le faire
en vertu de la loi sur les OSBL. Depuis 20 ans, il le fait. Le gouvernement ne les a pas sanctionnés. Non seulement il ne les a pas sanctionnés, mais contrairement à ce que dit Lucie, moi, je l'ai lu, l'article 2 de la loi, ça dit « favoriser » dans tous leurs programmes. Les programmes, ça veut dire distribuer de l'argent. Favoriser, ça veut dire donner de l'argent à ceux que tu favorises. Moi, c'est comme ça que je lis la loi, excuse-moi, Lucie, mais si tu lis l'article 2 et l'article 7. Alors, dans ce système-là, le gouvernement, par la loi, a légitimé cette illégalité qu'il s'apprête à corriger en utilisant l'expression OBNL. Alors moi, je suis un vieux de la vieille garde, etc. Je suis contre. Parce que je suis pour la liberté d'association. Tu peux faire ce que tu veux quand tu te joins à quelqu'un d'autre. Personne n'a le droit de t'empêcher de faire ce que tu veux. Oui, Sauf de l'économie. On a 2 autres interventions et après ça, on va passer à Nicole Filion. Oui. Oui, Marie Carpentier. En fait, ma question est plus pour le professeur Lamarche. En fait, j'ai de la misère avec j'ai pas compris l'acception que vous faites du droit de savoir. Le droit à l'information, le droit d'accès à l'information, il existe dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Il est aussi souvent mentionné comme corollaire de la liberté d'expression dans les instruments internationaux. C'est un droit qui est important, puis tant qu'on connaît pas l'information à laquelle on essaie d'avoir accès, on peut pas savoir sa pertinence. C'est un des problèmes je pense, dans les informations environnementales, c'est qu'on demande aux gens de connaître la pertinence de ce à quoi ils veulent avoir accès. Donc, de ce point de vue-là, c'est d'ailleurs moi, je pense que c'est un objectif louable de même vouloir que les organismes sans but lucratif dévoilent en fait, ce qui est problématique, c'est qu'on leur donne une charge supplémentaire à remplir qui est complexe, puis qu'on assortisse cette charge-là de sanctions éventuelles. Mais le fait que le public sache que les OSBL communiquent avec les dirigeants, je ne pense pas qu'il y ait un problème à ça. Peut-être qu'il y a un stigmate qui est associé avec le fait d'être qualifié de lobbyiste, mais le fait que le public sache sans qu'on qualifie les OSBL de lobbyistes, je ne pense pas que ce soit problématique. Je pense que ça peut être même bénéfique, puis ça peut être bénéfique à l'action des OSBL aussi. Okay, on va avoir Mercedes qui va intervenir, puis ensuite Lucie. Oui. Je suis un peu paranoïaque dans la vie. Ça fait partie de notre job. Je me questionne à vous entendre sur le droit du public de savoir, la loi d'accès à l'information, l'assujettissement des OSBL et pas seulement la loi sur le lobbyisme. Aussi que le registre, le fonctionnement par un registre, ça ouvre la porte à la dénonciation. Parce que c'est comme ça que le commissaire va faire appliquer sa loi. Il ne sera pas capable, surtout si elle est inondée d'informations, il pourra rien. Il fonctionne déjà, de toute façon, sur dénonciation pour mener des enquêtes. Alors là, qui va être dénoncé? On peut déjà donner des noms. Là où j'ai de la paranoïa, c'est si le droit du public de savoir, le droit d'accès à l'information, les mécanismes d'accès à l'information. Il me semble que dans la présentation cet après-midi, il y avait aussi, que là, présentement, c'était que l'État qui était tenu de diffuser, de rendre accessible son information et qui avait même une tendance pour que ce soit aussi les organisations privées qui soient tenues de fournir des informations. On n'est pas en train aussi d'ajouter par la porte du lobbyisme que les organismes et les OSBL sont aussi obligés de fournir des informations. Est-ce que je paranoïe vraiment trop fort en pensant que la loi d'accès à l'information pourrait obliger non seulement l'État et les privés, mais aussi les organismes communautaires, les OSBL, à fournir toute information demandée par le public qui a le droit de savoir? Okay, donc, il y a Lucie qui a été interpellée et ensuite, j'imagine Georges qui va intervenir. Ah oui. Ouais. C'est pas parce que tu es paranoïaque, c'est parce que tu penses trop vite, Mercedes. Petit détail sans blague au départ, OK? Le fait de dire «
de déclarer, par hypothèse, dans le registre, que A a communiqué avec B et que C en conclut, il a dû y avoir une expertise qui a changé de main. Je n'ai pas parlé d'enveloppe, là, seulement d'expertise entre A et B. Ça ne fait pas automatiquement qu'en recourant à une autre loi, comme Jean l'a bien démontré cet après-midi, le document soit accessible. Tout ce que tu sais, c'est que quelque chose s'est passé entre A et B et tu as une vague idée de l'objet. Et si tu es vraiment chanceuse et tu tombes sur un lobbyiste conseil tel que le propose le projet de loi 56, tu vas peut-être savoir qu'il y a eu contrepartie pour représenter les intérêts du tiers aux fins de l'objet de cette communication. Je suis désolée, mais c'est tout. Alors, si tu tournes la machine sur sa tête, ça va être aussi vrai, toute catégorie de lobbyistes confondus. Hein? Ça ne donne pas accès aux documents. Et donc, la question de Jean demeure entièrement pertinente qu'on la réforme, cette satanée loi de l'accès à l'information. Bon. Mais quand on analyse à la pièce et le projet de loi 56 et l'idée d'une éventuelle réforme de la loi de l'accès à l'information, qui ne s'appelle pas juste comme ça d'ailleurs, hein, c'est l'accès à l'information et la protection des renseignements privés, personnels. Bon. On oublie de regarder l'arrière-scène. Hein. C'est un peu comme aller au théâtre et être omnubilé par le jeune premier ou la jeune première et jamais avoir vu qu'il y avait un palmier dans le fond de la scène auquel se pendait une personne âgée désespérée. Donc, l'arrière-scène, c'est cette idée du gouvernement transparent en ligne. Écoutez, là, je ne sais pas combien d'érables ont été sacrifiés pour l'ensemble des populations de l'OCDE qui font la promotion de ce nouveau gouvernement. Si vous voyagez un peu sur les sites web, le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement de la Colombie-Britannique, vous allez voir sur ces sites web une toute autre posture web que la posture web du gouvernement québécois. Et qu'est-ce qui distingue cette autre posture? C'est que le gouvernement choisit d'entrée de jeu tout ce qu'il choisit de rendre disponible, le rend disponible, appelle ça un document et dit « Merci, bonjour, la shop est fermée ». Alors, il y a des questions de fond qui sont soulevées sur la réforme de l'accès à l'information et on ne sait plus à ce carrefour-ci des thèses de la gouvernance et quoi encore, si on parlera des mêmes documents dans une loi éventuelle que ceux pour lesquels on a déjà un accès restreint sous la loi actuelle. Alors, il y a des questions ouvertes, mais il y a une nécessité de mettre et la loi et la notion de lobbyisme et la notion d'accès à l'information, je dirais, en espèce de dialogue d'enjeux de gouvernance moderne au-delà des c'est-tu le commissaire qui va m'achaler ou c'est moi qui va tout révéler. Bon. Sur la question de Marie, c'est ce qui... Je veux juste dire une chose. Ce qui m'a accroché au départ, c'est l'évocation du terme « public ». Tu conviendras avec moi que dans la Charte, ce n'est pas le public qui a un droit, c'est la personne. Et il y a une raison qui est notamment lexicale, parce que c'est clair que ça vient du modèle américain du droit du public de se méfier d'une entité publique, ce qui n'est quand même pas dans le patrimoine québécois. Bon, pourquoi public a-t-il fait son apparition? Ce n'est pas une contestation du droit fondamental à l'accès à l'information. Et c'est en me demandant pourquoi public il n'a pas fait son apparition dans le projet de loi 56, mais il devient prééminent d'une certaine façon, ce public qui n'a pas de droit, hein, sauf pour le considérer comme une somme d'individus isolés qui vont piquer une crise de nerfs contre un maire corrompu je ne sais pas où en Alabama. Ce n'est pas une OSBL. C'est une communauté de citoyens isolés. Et ça achale pas trop le ministre Fournier, comme le révèle le projet de loi 56. Par contre, dès que vous êtes organisé, vous devenez une OBNL, vous n'êtes plus des citoyens isolés, non plus que vous êtes un public, et du fait d'être consacré comme OSBL et OBNL, vous devenez une catégorie suspecte de citoyens collectifs. Et je pense que le recours à public contre, au sens du verbe contrer, là, la légitimité de cette catégorie
organisée collectivement, qui, elle, a des droits collectifs, je crois, c'est du moins ce que propose le rapporteur qui aide des Nations unies, et à l'association et à l'expression. Et c'est là, je pense, où on a encore... Il y a bien de la neige à pelleter dans le driveway, là, c'est-à-dire... Parce que je suis très heureuse de voir que c'est un peu des questions d'ouverture, finalement, au-delà des enjeux stratégiques urgents, là. Il y a aussi des questions d'ouverture pour une recherche très intéressante, je pense, qui ont été soulevées cet après-midi, dans une perspective historique, dans une perspective comparée. On n'a pas inventé au Québec, c'est un leurre, on n'a pas inventé au Québec le droit du public de savoir, ça vient d'ailleurs. Et vous savez, chez nous, quand ça vient du Sud, c'est pas toujours seulement une loi du Canada. Hein? Bon, alors, ça reste à vérifier. Oui, Georges et puis Nicole, je te demanderais de venir t'asseoir tout de suite. Lucie a utilisé une expression, je pense qu'on avait convenu qu'on n'en parlerait pas, mais je vais en parler. C'est le mot « contrepartie ». Pourquoi on a mis les OSBL dans cette merde-là? Là? C'est parce que le commissaire au lobbyisme a fait un aveu dans 5 rapports successifs. Il dit « J'ai poursuivi plein de monde, puis j'ai jamais été capable de prouver qu'il avait été payé pour faire du lobbyisme. Parce qu'ils sont toujours payés pour d'autres choses que pour faire du lobbyisme. Donc, ça ne sert à rien de mettre ça dans la loi parce que quand j'essaye de coincer quelqu'un, il se sauve. C'est exactement comme la commission Charbonneau. On a un système corrompu, mais il n'y a pas de corrupteur. Et il n'y a pas de corrompu. Il y a un système corrompu, mais personne n'est corrompu. On a un système de lobbyisme, mais personne ne peut être condamné comme lobbyiste. Alors, il dit, supprimons l'obligation de preuve d'une contrepartie à la violation de la loi sur le lobbyisme. Alors, il supprime ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tous les bénévoles deviennent des lobbyistes. C'est ça l'effet. Je ne sais pas s'il s'en est aperçu, le con, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a marché. Et là, on est pogné avec cette niaiserie-là parce qu'il n'est pas capable de pogner les vrais bandits. Il fait de nous autres des bandits. Alors, voilà. Deuxième affaire. Marie, je vais te garder des affaires. Je vais te garder un chien de ma chienne. L'élément important de tout le monde qui est ici, c'est la liberté d'association. Toute contrainte mise à la liberté d'association doit se justifier par un mécanisme, par la poursuite d'un objectif de droit supérieur aux libertés d'association. Or, la liberté d'association, c'est le fondement, avec la liberté d'expression, de la démocratie. C'est-à-dire que si tu limites ça, il n'y en a plus de démocratie. Donc, tout élément que tu rajoutes de contrainte aux organisations, c'est un élément de négation de la liberté d'association et de la liberté d'expression. Donc, cette loi-là est violatrice de liberté fondamentale et ça doit être dit tout le temps, partout, constamment et fortement. Puis, parce que je veux continuer à parler. Merci. Non, je m'excuse. On termine là-dessus. Vous allez pouvoir aller prendre une bière ensemble. C'est ça. Et je vais demander à Nicole de conclure, de vérifier un peu les suites à donner. Oui, c'est ça. Moi, j'ai la tâche de vous libérer, en fait. De vous libérer de cette rencontre. Mais avant, on s'était dit, vous avez eu l'occasion, j'espère, d'apprendre quelques affaires. Je pense que peut-être la plupart, vous étiez peut-être déjà un peu au courant du projet de loi 56, mais peut-être pas autant au courant de la nécessité qu'il y ait des modifications qui soient apportées à la loi d'accès à l'information. Alors, si je peux me permettre de vous donner une petite job à faire, c'est peut-être de faire de la pression pour qu'il y ait une véritable réforme de cette loi d'accès à l'information pour qu'on puisse exercer nos droits.
Mais on voulait savoir aussi, parce que Lucie a annoncé qu'on va mener une recherche avec les services aux collectivités de l'UQAM. Et puis, on se disait, peut-être qu'avant de laisser partir les gens, ce serait le fun de vous demander, est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez qui n'ont pas été assez fouillées aujourd'hui ou s'il y a des volets qui mériteraient qu'on aille un petit peu plus loin. Bref, c'était un petit moment comme celui-là là, que moi, j'avais la fonction d'animer. Bien, il y a tout ce qui a été dit aujourd'hui peut donner l'idée de vouloir fouiller un peu plus. Bon, moi, je viens de parler de la loi d'accès à l'information, mais Lucie a lancé l'idée là, de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ce droit du public de savoir. Mais encore, il y a peut-être d'autres choses que vous trouvez que, peut-être, ça se peut que vous n'ayez rien en tête, c'est pas grave. Vous pourrez envoyer un courriel à la Ligue, puis on pourra s'en occuper. Là, moi, je ne veux pas éterniser l'échange, mais si jamais déjà il y avait des sujets que vous aviez en tête pour donner suite à ce colloque-là, ça... Bon. Le droit du bailleur de fonds de savoir. Parce qu'on demande beaucoup d'informations. Il s'arrête où le droit du bailleur de fonds de savoir ce qu'on fait? Oui, bonjour. Moi, ce qui serait curieux par rapport à... On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de l'inclusion des OSBL à la loi sur la transparence et l'éthique, mais on parle peu des dispositions qui libèrent par rapport au Plan Nord, par rapport au réseau de la santé et par rapport au monde de l'éducation. On parle des entités qui sont locales. Peut-être que je suis paranoïaque, mais on vient de localiser le réseau de la santé en abolissant l'agence des services sociaux. Ça tombe en même temps où tout d'un coup, les entités plus locales, elles, seraient dédouanées de passer leurs ententes de services avec des compagnies privées, de passer par le registraire. Je pense que c'est une ligne de communication qui est intéressante au niveau de l'opposition à cette réforme-là. Oui, c'est intéressant, l'assujettissement des OBNL, bien évidemment, mais je pense que ça a une énorme résonance sur le public de voir à quel point ce gouvernement-là est corrompu. J'aimerais ça savoir au niveau de la réelle politique, comment ça s'est fait que ça? Comment est-ce qu'on en est arrivé? Comment est-ce que ce propre gouvernement-là se justifie de faire tout d'un coup d'alléger ses obligations par rapport à des gros joueurs privés, notamment les ressources naturelles dans le Plan Nord? Je trouve qu'il y a quelque chose à fouiller, là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire un commentaire sur les suites à donner? En plus des suites, évidemment, que Mercedes va sûrement coordonner. OK. Peut-être dans la lignée de ce que Blanche disait, par rapport à ce qu'on est obligé de donner dans nos bailleurs de fonds, mais peut-être aussi certaines, outils juridiques qu'on serait capable d'aller chercher ou réflexions plus juridiques, entre autres pour se protéger dans ces fameux protocoles-là. Je pense que Vincent disait bien que c'était un contrat. Et un contrat, ça se négocie. Alors, est-ce qu'il y a des outils juridiques qui seraient à la disposition du groupe communautaire pour négocier ces fameux protocoles-là, qu'on appelle protocoles, mais qui sont contrats? Des contrats, c'est des contrats entre deux groupes, deux entités. Alors, est-ce qu'il y a, d'un point de vue contractuel, juridiquement, quelque chose à faire? Moi, je serais curieuse de voir. OK, oui, monsieur. Oui, sur le registre lui-même, il existe depuis 2002, le registre des lobbyistes. Ce serait peut-être intéressant de savoir quelle en a été l'utilisation qu'on en a fait jusqu'à maintenant. Qui l'a consulté? À quoi ça sert? Pourquoi on consulte ce registre-là? Quelle a été sa réelle utilité pendant cette période-là? Et quelle est la pertinence, finalement, de poursuivre nécessairement dans ce sens-là? Pas un commentaire, là. Sur les suites à donner. Non, mais c'est sur les suites à donner, mais ça répond d'une certaine façon, parce que la question, dans le fond, que je voulais poser, c'est, puis qui peut être une suite, puis qui va dans le sens de ce que je pense que Lucie veut faire aussi, c'est comment, justement, permettre l'accès à l'information du public ou des personnes sans brimer la liberté d'association puis la liberté d'expression. C'était un peu ça que j'essayais de dire par mon intervention tantôt. Parce qu'effectivement, c'est le projet de loi 56, puis ça, je l'ai affirmé tantôt, c'est un obstacle à la liberté d'association et à la liberté d'expression. Mais comment arriver à informer le public de ce qui se passe sans brimer la liberté d'expression et d'association? Je vais garder mon chien. Oui. Oui, Mercedes. Je pense que ce qui est transversal, là, la transparence de l'État.
tout ce qu'il veut mettre le gouvernement en ligne, qu'on voit que ce n'est pas, que ça semble être des belles idées, que ça semble être vertueux, mais qu'il faut, un petit peu paranoïa, il faut aussi se méfier de ça, mais tout ce qui est gouvernance en ligne, il y a une membre qui me faisait remarquer que c'est bien beau, oui, on donne toutes les informations au registraire, mais c'est pas vrai qu'on a donné l'autorisation à ce que tout soit diffusé sur Internet, incluant nos adresses personnelles. Pourtant, c'est ce qui se passe. Alors ça, c'est un dérapage. C'est une conséquence de différentes décisions sur une autre décision qui fait en sorte que, oui, on a de la transparence, mais jusqu'où elle doit aller et jusqu'où il doit y avoir des détails de cette transparence-là. Puis, on est au début là, de leur dada du gouvernement ouvert. Surveillons ça de proche. Oui. D'autres commentaires, d'autres suggestions de suivi? Okay. Sinon, bien, je veux remercier nos panélistes. Il y avait pas Christian, il y avait Vincent, il y avait Jean-Barry, il y avait Mercedes, Lucie et Georges. Puis je veux remercier notre animatrice Charlotte. Oui, bien évidemment, le service aux collectivités. Oui, merci. Merci pour tout le travail qui a été fait.